Vous écrivez donc sur l'Indochine, sur l'Algérie, sur l'Europe. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à... Qu'est-ce qui vous a déterminé à entrer à Saint-Cyr? À entrer à Saint-Cyr, c'est-à-dire apprendre la carrière des armes. Oui. Oui, oui, c'est... Là, il faut remonter dans mes jeunes années, mes toutes jeunes années. J'ai toujours été fasciné par l'armée, dès le départ, dès mon plus jeune âge, et je dois dire par la marque de mon père, qui était, lui, de la génération 14-18, enfin, des très jeunes de 14-18, qui a vécu tout 14-18 sur la Somme pendant 4 ans, enterrée avec la population civile, comme elle a été enterrée pendant 4 ans, et qui m'a toujours raconté l'héroïsme qu'il a vu des deux côtés, qu'il a vu du côté allemand. Il était gosse, et le front se promenait, se baladait. Il a vu les Anglais tomber, il a vu les Allemands tomber, il a vu les Français tomber, et il m'a toujours raconté cela. Et il m'a toujours dit l'horreur que ça représentait sur le plan humain, et aussi l'horreur qui envahissait ces populations envahies 14-18, quand ils sentaient que la pression était telle que les armées allemandes allaient tomber sur Paris, allaient prendre Paris, par 2 fois essentiellement, au début et à la fin de la guerre. Donc j'ai été élevé là-dedans, comme toute ma génération. Tous les hommes de 60 ans aujourd'hui ont été élevés dans l'ambiance 14-18 complètement, par leurs parents. Il n'y a pas une famille en France qui n'ait pas été touchée par 14-18. Dans le village voisin, vous allez voir des colonnes, petit village, vous allez voir la colonne du monument aux morts de 14-18, dans une seule famille, ils en avaient 6 qui sont tombés en 14-18. C'est extraordinaire. Donc, voilà l'origine, tout à fait. Et puis aussi des images. Le premier Saint-Cyrien que j'ai rencontré. C'était dans la gare de Lille, c'était, mon Dieu, j'étais petit. Et j'ai vu c'est très émouvant parce que j'ai vu ce garçon, j'avais 6 ans peut-être, oui, qui était en permission. Hein? Alors il était en tenue de cirard, avec son shako, et ça m'a terriblement frappé. Ça, je me suis dit, ça, c'est beau, comme ça, c'est tout, bien. Et puis alors après, j'ai venu la suite. La suite, c'était moins drôle, c'était 1936, que j'ai vécu à Lille, j'ai vu Salin Gros, j'avais 10 ans, je me souviens très bien. 8 jours avant qu'il ne se suicide, après l'article de Gringoire, j'ai vu des colonnes, des milliers de drapeaux rouges déferler sur l'île, de Fives, d'Helem, de toutes les localités autour de l'île, des faubourgs de l'île. J'ai vu des bagarres énormes entre les communistes et les socialistes rassemblés dans le Front populaire et les croix de feu, justement anciennes de 14-18, à l'occasion de l'inauguration du monument Foch à Lille, où il y a eu 400 blessés. J'ai vécu tout ça. Ça me frappait terriblement. J'étais enfant, j'avais 10 ans. Mais ça me frappait considérablement. Et 36 préparait 40. Et j'ai vu 40. Ah, ça c'était le choc de ma vocation. Mon père m'a dit, tu pars, et lui il était resté sur la Somme, encore, pour une 2e fois, et il m'a dit, tu pars, et je suis parti avec ma mère, et il m'a dit, tu fonces sur l'Espagne, tu ne restes pas en France, et tu fonces sur l'Espagne et l'Afrique du Nord. Tout de suite, en 40. Et donc, nous sommes partis sous les bombardements, bien sûr, allemands, par Caen, par Poitiers, par Libourne, et c'est à Libourne où nous nous préparions à rejoindre la frontière espagnole que dans une gare où nous étions survolés par 20 ou 25 Junkers bombardiers allemands, il y avait 40 000 personnes dans la gare.
Et si ces bombardiers avaient déclenché le feu, le bombardement, c'était horrible. Hein. C'est là que j'ai entendu le maréchal Pétain. Et que ce discours m'a terriblement frappé. J'étais assis sur une marche. J'écoutais les avions, je voyais les avions. Et je voyais la masse des gens qui étaient en dessous. J'avais vu aussi passer des milliers d'hommes de troupes, d'officiers. Je venais de voir passer un général belge dans une Citroën noire, les canards flottants, comme on les appelait à l'époque, qui fonçait sur l'Espagne, tout ça fichait le camp, descendait sur Bordeaux. Tous les députés, tous les sénateurs étaient à Bordeaux. La France était désemparée, n'avait plus d'armée. Nous allions avoir 3 millions de prisonniers, et ceci en un mois. Pour moi, gosse, c'était impensable. C'était inexplicable. Inexplicable. Et j'ai entendu cette voix chevrotante, pleurante, très, très touchante. Je fais à la France le don de ma personne. La voix d'un père qui parlait à un peuple. Et ce peuple était à genoux. 2 fois. Il était à genoux devant l'armée allemande qui était écrasante et triomphante. Et il était à genoux devant celui que précisément les députés, les sénateurs, le gouvernement français à Bordeaux avaient désigné, choisi, pour pouvoir s'adresser à l'armée victorieuse, puisque c'était le dernier maréchal de France survivant, de 14-18. Voilà. Et on a donc tous écouté cet homme en larmes. Et nous étions tous en larmes, car il était obligé d'abandonner la lutte et de signer l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. J'étais avec vous dans les jours glorieux, chef du gouvernement. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France, de son sol, de ses fils. Signant l'armistice, il sauvait les 40 000 personnes qui étaient dans la gare et des centaines de milliers d'autres qui étaient dans toutes les gares. Et il sauvait l'Afrique du Nord et la France libre, c'est-à-dire tout ce qui était au sud de la Loire. Mais quand le lendemain j'ai vu arriver les Panzers et cette armée magnifique, comme toutes les armées victorieuses, comme j'allais voir 5 ans après l'armée américaine monter. Une armée victorieuse est toujours magnifique. Une armée vaincue est toujours terriblement triste, bien sûr, mais aussi déprimante à voir, catastrophique et lamentable et en guenille, toujours. J'ai donc vu arriver cette armée allemande et je me suis juré d'être officier. Ce jour-là, car je me suis dit, il est impossible qu'un pays puisse être écrasé de la sorte, un pays aussi puissant que la France, qui était encore en 1900 le premier pays du monde, comme sont aujourd'hui les États-Unis. Nous étions en 1900 le premier pays du monde. Et nous étions encore en 1940 le second, entre le second et le troisième. Alors, je me suis dit, il est impossible qu'un grand pays comme la France soit anéanti en un mois par cette armée que nous pourrions avoir. Et dans ma tête d'enfant, je me suis dit, mais si nous ne nous étions pas battus, et c'est à ce moment-là que les images de 36 me sont apparues, s'il n'y avait pas eu 36, s'il n'y avait pas eu l'Espagne que nous avons soutenue, l'Espagne rouge et communiste que le Front populaire a soutenue, car c'est là qu'a commencé la guerre. La guerre n'a pas commencé en 40, elle a commencé en 36 en Espagne. S'il n'y avait pas eu tous ces événements, s'il n'y avait pas eu aussi, certainement, mais je ne savais pas bien, mais dans ma tête je me disais,
il n'est pas possible que nos dirigeants, c'était global pour moi, les dirigeants de la France, n'aient pas organisé une armée. Nous avions des millions d'hommes, nous avions un matériel formidable. Comment se fait-il que cet écroulement se déroule si vite? Ça ne peut venir que parce que nous n'étions pas armés, défendus. Je serai officier. Vous voyez, tout de suite je sautais au stade suivant, je serai officier, pour ne plus revoir ça. Et je ferai tout pour ne plus revoir ça. Voilà comment est venue ma vocation d'officier, tout simplement, renforcée bien sûr par le fait après que l'occupation nous a montré aussi beaucoup de choses, que j'étais blessé à 15 ans par les forteresses volantes au cours d'un bombardement à Arras, que 8 jours après j'ai vu mon père arrêté par la Gestapo, emmené par la Gestapo à Lille, à la prison de Los et Lille, et que dans cette ambiance de guerre, et que nous vivions tous les jours sur les cartes, on suivait tout ça, on suivait le front russe, on suivait tout. Bon. Et on vivait dedans, et on prenait les bombes, et on se précipitait dans les caves, et on sauvait les gens. J'ai aussi revu là ce qu'était la guerre, vraiment. En particulier en 1944, quand nous allions déterrer les cadavres des civils français dont on ne parle plus aujourd'hui. Car enfin, il y a eu des milliers de morts dans toutes les villes de France, dont on ne dit plus un mot. Pas plus d'ailleurs qu'on évoque les morts de 1940. Or, nous avons eu en un mois, en 1940, 110 000 morts, ce qui dépassait le nombre de morts moyens qu'il y avait en 14-18 pendant la guerre. Il y a donc des garçons qui se sont battus, très peu. Mais combien ceux-là se sont-ils battus magnifiquement? Et les cas d'héroïsme sont multiples. Vous savez, depuis le petit gars qui résistait avec son fusil mitrailleur et 4 types, qui ne se repliait pas, jusqu'à ce peloton de hussards un peu avant la Loire, qui a fait le carré, et ils sont tous morts derrière leur lieutenant. Ça existait en 1940. Qu'en dit-on aujourd'hui? Quel film nous montre-t-on aujourd'hui sur les combats de 1940? Des films où on tourne l'armée française en ridicule, où on voit les deuxièmes classes qui se sauvent partout, où on voit un état d'esprit lamentable, où on voit critiquer tout le monde. Mais c'était pas ça du tout. Il y a eu des types admirables dont on ne parle jamais. L'histoire de France récente commence pour le pouvoir depuis 45 ans ou 50 ans. L'histoire commence en 1945. Et tout ce qui s'est passé avant est complètement occulté. En particulier, les combats de 40 que je viens d'évoquer, mais aussi les morts que j'ai également évoqués et que j'ai vus et que j'ai déterrés. Vendredi 22 avril, 2 h du matin, le nord de Paris et sa banlieue brûlent. La dernière vague des escadrilles anglo-américaines, après un raid de près de 2 heures, vient de s'éloigner. Mais l'inhumaine tuerie se poursuivra jusqu'à l'aube. Jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain même, les bombes à retardement vont rendre atrocement périlleux les travaux de déblaiement. Déjà 2 jours auparavant, la banlieue ouvrière du nord et du sud-est de la capitale avait reçu la visite de ceux qui sèment chez nous les ruines et la mort. Au pied du Sacré-Cœur. N'ont pas épargné la maison des petites sœurs des pauvres, de celles qui, durant toute la nuit, se penchèrent au-dessus de tant de misère et de tant de souffrance. Certes, en raison de ce bombardement, des trains n'ont pu partir, d'autres sont arrivés à destination avec un long retard. Mais ce résultat, en 7 jours, 1800 Français l'ont payé de leur vie. Nous étions dans les équipes nationales organisées par le gouvernement français et en zone occupée. Et moi j'étais en zone interdite en plus, dans le Pas-de-Calais. Il y avait une densité telle de troupes allemandes qu'il n'y a jamais eu de maquis, je n'ai même pas pensé. Bon. Il y avait des services de renseignement, donc auxquels appartenait mon père. Mais pas de maquis, pas de combat, c'est pas possible. J'ai vu là déterrer des gens des nuits entières. Au milieu d'ailleurs des bombes à retardement, car ils lâchaient des bombes qui explosaient immédiatement, et d'autres qui explosaient 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures après, et nous travaillions là, dessus. Et j'ai déterré des familles de camarades. J'en avais un en particulier, je me souviens un jour à Arras, qui était avec moi dans
dans les cavernes d'Arras, sous la ville, que fort heureusement au Moyen-Âge on avait construite et qui a sauvé des milliers de gens. Les gens vivaient dedans. Et lui, il était de service Croix-Rouge pour la nuit. Quand il est remonté, il n'avait plus de maison, mais il n'avait plus de père, il n'avait plus de mère, il n'avait plus de frère, il n'avait plus de sœur. Et nous avons déterré cette famille des briques. Nous l'avons sorti de sa maison avec lui. C'était ça, 44. Et je me suis fait moucher, moi, une deuxième vague. J'ai été blessé par un deuxième passage d'avion de Forteresse Volante en 44. Donc, c'est tout ça nous avons vécu notre jeunesse, malheureusement, dans le souvenir des atrocités de 14-18, de la boucherie de 14-18, et dans tout ce qu'il fallait subir d'une occupation, d'un écrasement d'un peuple, sous toutes ses formes, aussi bien par l'armée qui était arrivée, ennemie qui était arrivée, que par ensuite le bombardement, la préparation des débarquements. Mais la population civile, elle prend tout. Tout. Et on sait en particulier, il faut le dire aussi, parce que c'est vrai, ce qu'a pris la population allemande, qui était écrasée complètement, par millions. Donc, malheureusement, ma génération a été élevée là-dedans. Donc il était, j'allais dire, presque automatique, pour un garçon qui voulait déjà au départ, qui était un peu touché qui avait la corde vibrante et l'attachement aux choses militaires, il était inévitable de rentrer dans les rangs de l'armée, où je suis rentré d'ailleurs tout à fait, parce que j'étais très jeune, j'avais à ce moment-là 17 ans, dans une unité de résistance dans l'Est, auquel je ne fais jamais référence d'ailleurs, et j'ai terminé mes études de lycée en passant le concours de Saint-Cyr à Lille, et je suis entré à Saint-Cyr à 18 ans. Saint-Cyr était, comme bien des choses en France, détruit. Et cette 4e République qu'on critique tant, mais qui s'est tellement montrée beaucoup plus brillante que la 5e, et qui a fait beaucoup plus pour la France que la 5e République. La 4e République a eu à reconstruire dès 1945 tout ce qui était par terre, mais alors par terre c'était un paquet. Les usines étaient par terre, les voies ferrées étaient par terre, il n'y avait plus rien. Saint-Cyr était par terre. Le bombardement de Saint-Cyr a été demandé par le parti communiste FTP de Saint-Cyr-l'École aux Anglais. Ils ont prétendu qu'il y avait dans l'école un état-major allemand important, etc. Il n'y avait rien du tout. Et ils ont donc fait bombarder l'école, tout simplement pour la détruire. Et donc en 1945, nous nous sommes trouvés, après notre concours, dans la nature, et on s'est dit, mais où va-t-on mettre l'école? Où allez-vous suivre vos études? Il n'y a plus rien. Il y a des camps en France, des camps militaires, des baraquements. Bien, bien. Alors on s'est trouvé dans un camp, au Ruchard, près de Tours d'abord, un hiver affreux, très froid et affreux. Notre tenue de Saint-Cyrien, c'était une tenue de kaki. Donc un pantalon, un blouson, 2 slips, 2 chemises, 2 paires de chaussettes, une paire de chaussures, 2 couvertures, un calot, un ceinturon, terminé. Rien d'autre. Et nous étions la promotion de Saint-Cyr. Oh. Alors, on est parti là-dedans, dans la neige, dans la boue, etc. Nous en gardons tous d'ailleurs d'un souvenir extraordinaire. Et nous avons été pris en main par nos anciens qui, eux, avaient pu, grâce au maréchal Pétain, poursuivre leurs études pendant 2 ans à Aix-en-Provence, où on avait installé Saint-Cyr en zone libre. La plupart, beaucoup, sont tombés au moment des combats de libération d'ailleurs, beaucoup. Et
ce sont ces anciens-là, parmi eux d'ailleurs, je me vois encore voir rentrer cadavérique de Noix de Saint-Marc, qui était là avec nous. Et ce sont ces anciens qui nous ont bahutés, qui nous ont formés dans la boue et dans la neige, et qui ont fait de nous une bonne promotion de Saint-Cyr. Et il fallait une bonne promotion de Saint-Cyr parce qu'il fallait reconstruire l'école. Or, le gouvernement de l'époque, parmi lequel se trouvaient quelques 4 ou 5 communistes, il y avait Duclos qui était vice-président du Conseil, il y avait M. Tillon, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, qui vient de décéder. Il était ministre de l'Armement, après avoir saboté l'armement de l'armée française en 1940, à l'heure où l'armée allemande était l'allié de l'armée soviétique. Tous ces bons hommes refusaient la construction de Saint-Cyr, ne voulaient plus de Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'était l'école facho, c'était l'école bourgeoise, c'était les officiers de salon, voilà, c'est ça. Oui. Et c'était tout un symbole, et puis c'était Saint-Cyr. Donc. Alors, ça a été dur, ça, parce que celui qui a sauvé l'école, c'était non pas maréchal encore, mais général de Lattre à l'époque, qui était inspecteur général de l'armée, avec lequel nous avons travaillé directement pour sauver l'école. Je n'entrerai pas dans le détail, ce serait trop long. Il y faudrait une bande complète. Mais enfin, en gros, il fallait d'abord convaincre le général, qui très gentiment nous a convoqués dans son bureau en 1946, le major et moi, parce que j'étais élu per système, c'est-à-dire président de la promotion, et nous étions une promotion merveilleuse de 50% de Saint-Cyriens et 50% de corps de troupes. Une des catastrophes de la préparation, dans la préparation de l'armée française pour 1940, était le fait qu'il y avait 2 corps d'officiers. Il y avait 2 corps d'officiers formés dans des écoles différentes. Il y avait les brillants, les Saint-Cyriens, puis il y avait les pauvres types, c'était les mecs sans tête. Les pauvres types, c'était des gars tout simplement qui beaucoup d'entre eux n'avaient pas été reçus au concours de Saint-Cyr, où venaient des sous-officiers, étaient remarquables dans leur comportement dans l'armée, et étaient poussés donc par leur colonel vers une école d'officiers. Mais ils étaient marqués par la différence très nette entre les Saint-Cyriens et eux. Je vous donne 2 exemples. Bon, le général de Lattre était Saint-Cyrien, et le général Koenig était Mexantais. Le général de Lattre, en 1942, avait déjà 2 étoiles, et le général Koenig était capitaine. Et s'il n'y avait pas eu Birakem, il partait comme capitaine en retraite. C'était ça les 2 catégories d'officiers. J'ai connu les 2. Je vais vous en parler. Et très bien les 2. Et ça n'est pas l'explication. C'est une des explications des dissensions internes et du manque de cohésion de l'armée française en 1940. Nous sommes en train de revenir vers la même solution d'ailleurs aujourd'hui. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Or, de Lattre avait très bien compris, de Lattre c'est l'homme de l'osmose, c'est l'homme des mélanges, c'est l'homme de la cohésion. Il avait réussi à mélanger les FTP, les FFI, l'armée marocaine, l'armée algérienne et l'armée tunisienne. Et à faire une seule armée de tout ça. Il fallait le faire. Il a réussi à former une seule école d'officiers, avec les Saint-Cyriens et les gens qui venaient des corps de troupes. Nous étions 50% concours Saint-Cyr, les gamins qui avions fait à peine de résistance, presque on était tout jeunes, on avait 18 ans. Et nous avions passé le concours normal de Saint-Cyr. Et puis les types qui venaient d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, etc. Le porte-drapeau de ma promotion, des Touillons, était médaillé militaire avec 4 citations en entrant à l'école. Ouais. Et ce contact, ce mélange a été formidable. Formidable. Parce que nous apportions un peu d'idéal, de flamme, d'illusion et de pureté, en fait. Et eux amenaient beaucoup d'expérience, beaucoup de gentillesse à notre égard, beaucoup. Et beaucoup de connaissances, et de connaissances de la troupe, et de connaissances du feu. Et comme nous étions complètement mélangés dans les sections
et nous logions ensemble, nous mangions ensemble, nous suivions la même instruction, ça a formé une promotion exceptionnelle. Alors, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons d'abord persuadé aussi le général Delatte, qui, je vous l'ai dit, nous avait convoqué dans son bureau, en nous disant non pas voilà ce que nous allons faire, mais qui nous avait dit alors, que faisons-nous? Et la méthode de commandement de cet homme exceptionnel, il y en a un comme ça tous les 60 ou 70 ans. Et il nous a dit qu'est-ce qu'on fait? On fait Versailles, on refait Saint-Cyr, on reste à Côte-Quidan, qu'est-ce qu'on fait? Côte-Quidan, on était dans des baraques en bois, pratiquement. Et on faisait notre parquet avec des culs de bouteilles. On n'avait rien. Et on lui a dit très respectueusement, en général, il nous semble que, comme dans un an, nous serons en Indochine à peu près tous, il faudrait mieux rester dans la nature, nous former dans la nature et rester à Côte-Quidan. Et puis Versailles, ça ne nous attire pas tellement pour une formation d'officier. Nous pensions surtout au terrain de manœuvre, qui sont nuls à Versailles. Bien, donc on a fait Côte-Quidan. C'est parti comme ça. Il fallait rétablir tout. Il fallait tout aller chercher à Saint-Cyr. Nous avons tout été chercher à Saint-Cyr. Nous avons tout monté à Côte-Quidan. Nous avons refait un musée. Nous avons fait une école de nos mains. C'est-à-dire qu'au cours des points d'effort, de ce que Delatte appelait les points d'effort, la nuit, avec les brouettes, les pelles, les pioches, on construisait l'école. On faisait des stades complets la nuit. Et puis le matin, on faisait la gymnastique dans les stades. C'est comme ça, Delatte, ça a été ça. La renaissance de l'armée française en 1945, ça a été ça. Car cette armée française avait été détruite au moment de l'épuration. Lorsque les mesures d'épuration venant essentiellement des communistes et des gaullistes de gauche, qui étaient les mêmes, lorsque les mesures sont tombées, 43 000 officiers français ont été éjectés de l'armée française. Il n'y avait plus d'armée. 43 000. Je ne parle pas des fusillés, car des milliers ont été fusillés en 1945, sans tribunal, sans jugement, fusillés. Étaient dans le camp du maréchal. Terminé. Alors dans ce cas-là, il fallait aussi fusiller mon père. Car mon père, qui avait été arrêté par la Gestapo pour des questions de réseau de renseignement chemin de fer, était maréchaliste. Et respectait le maréchal. Et le disait. Donc il fallait fusiller mon père. Il y a eu, en 1945, une liquidation des valeurs, une suppression des racines profondes de ce pays, dont l'histoire dira, très bientôt maintenant, je crois, qu'elle a été funeste pour toutes les années à venir, et qui se font sentir aujourd'hui. De même que la perte des jeunes pilotes anglais au moment du Blitz, au moment de la guerre aérienne sur la Manche et la mer du Nord, au moment de la bataille d'Angleterre. Tous ces pilotes étaient des cadres, et de futurs grands cadres anglais. Leur perte s'est fait sentir pendant des années. C'est ça le drame d'une guerre aussi, c'est que les meilleurs tombent. Et en 1945, on a totalement liquidé l'armée française. Tout ceci est parfaitement occulté aujourd'hui. Le chiffre de 43 000 vous souffle, n'est-ce pas? Ben, vous le trouverez dans les officiels, vous le trouverez dans le CUID, vous le trouverez dans tous les documents officiels. Tout ça est parfaitement caché, bien sûr. Alors nous étions là-dedans dans une situation difficile, parce qu'il fallait refaire l'école, il n'y avait plus rien, on n'avait presque pas d'armement, on n'était pas habillés, on était en loc, il n'y avait rien. Et donc il fallait rétablir tout ça, il fallait rétablir le casoir. On ne voulait plus de casoir. J'ai eu des camarades de promotion mis aux arrêts parce qu'ils avaient un casoir dans leur armoire. Pas parce qu'ils le portaient, ils l'avaient dans l'armoire. C'était interdit. Vous voyez la sorte de guerre qu'il a fallu mener pour rétablir Saint-Cyr, le Saint-Cyr que vous voyez aujourd'hui. Eh bien nous sommes arrivés tout simplement parce que la promotion était très soudée. Et on a rétabli le casoir à Paris, sans prévenir le commandement, ni le général commandant l'école, ni personne. Nous avons tous acheté notre casoir, nous l'avons piqué dans notre képi à hauteur de l'Arc de Triomphe, en déboulant de l'avenue de la Grande Armée, pour nous engager sur les Champs-Élysées. Et là, nous avons piqué le képi avec le casoir, et nous avons défilé avec le casoir. J'ai vu le général Delatte d'ailleurs qui reculait de 4 mètres, s'il n'était pas prévenu. Et en plus, comme pour vous donner l'ambiance de cette période d'une renaissance d'une armée.
comme nous n'arrivions pas à marcher au pas, parce qu'on avait devant, il y avait la garde républicaine, et derrière, il y avait la musique de l'air. C'était incapable. Eh bien, cette armée chantait toute la journée. Et puis on a entonné la Madelon à 4 voix. Et on a donc défilé, alors qu'on n'avait pas vu le casoir depuis 7 ans dans Paris, avec le caso, en chantant la Madelon à 4 voix. C'était ça une promotion à l'époque. Pour la première fois de son septennat, M. Vincent Auriol préside la fête nationale et Paris retrouve le cérémonial classique de ses 14 juillet d'avant-guerre. Cérémonial classique, certes, et pourtant, quels exemples et quels sacrifices nouveaux ne sont pas venus enrichir l'horizon de ces garçons auxquels la France confie la garde de son destin. Aux délégués de la conférence des 16, la France a présenté l'élite de sa jeunesse, l'avenir de son esprit et de son rayonnement. Et pour la première fois depuis 1939, le casoar traditionnel a fait sa réapparition. Le casoar, ça représente les plumes rouges et blanches du sang et de la gloire. C'est ça. Il y a d'ailleurs un très joli poème qui s'appelle La gloire et qui évoque justement le casoar. Et ce casoar qui a été créé pas tout de suite au moment de la création de l'école, qui a environ 120 ans maintenant d'existence, a été l'évocation des hommes tombés, des officiers, des grands anciens tombés au combat à l'époque, que ce soit à la Moscova ou ailleurs, et est resté l'emblème de l'école. Et cet emblème, on n'en voulait plus parce que c'était Saint-Cyr. Voulant voir si l'école était bien digne d'elle, la gloire un jour du ciel descendit à Saint-Cyr. On l'y connaissait bien. Ce fut avec plaisir que tous les Saint-Cyriens reçurent l'immortelle. Elle les trouva forts, ils la trouvèrent belle. Après 3 jours de fête, avant de repartir, la gloire, voulant à tous laisser un souvenir, fixa sur leur shako des plumes de son aile. Ils portèrent longtemps ce plumet radieux. Mais un soir de combat, près de fermer les yeux, un Saint-Cyrien mourant le mit sur sa blessure, afin de lui donner le baptême du sang. Et depuis nous portons, admirable parure, sur notre shako bleu, le plumet rouge et blanc. Si mes renseignements sont bons, et je crois qu'ils le sont, on est en train, actuellement, on essaie de changer le nom de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Je l'ai appris il y a 15 jours. Et tout ça, c'est que... Pourquoi? C'est que les gens qui étaient là en 1945 sont toujours au pouvoir. Ce sont les mêmes. Les mêmes. Et cet esprit, ce front que nous avions devant nous, ce mur que nous avions devant nous, essentiellement communiste à l'époque, c'était l'époque où les communistes faisaient 32% aux élections. Hein. Bon. Et c'était la veille des grèves générales de 1947 où ils allaient prendre le pouvoir en France. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ». Ces paroles de Napoléon expliquent pourquoi la reconstitution de la prestigieuse bataille des 3 empereurs fait obligatoirement partie de la fête de Saint-Cyr. Cette fête, c'est le triomphe et le baptême de la promotion Saint-Cyr, aujourd'hui transféré à Coët-Quidan. On est vraiment Saint-Cyrien qu'après avoir reçu de la main des anciens le célèbre casoar. Debout, les officiers. Et ce casoar, c'est un peu du panache de l'armée française. En 1947, nous avons été à un cheveu de voir les communistes prendre le pouvoir par les armes en France. Ni plus, ça. Ni plus. À peine étions-nous sortis de Saint-Cyr que nous étions lancés sur les grèves générales. J'ai eu un tué, moi, dans mon peloton, avant même de faire Saumur. On m'a lancé dans un régiment de cavalerie parce que j'avais pris la cavalerie, mais je n'ai jamais fait Saumur. Je suis donc monté sur un char, j'ai regardé l'avant, j'ai regardé l'arrière, et je suis parti dans la gare de Marseille. On a eu un tué, il y a un type qui a tiré, on ne sait pas. Il y a un civil qui a tiré, il y avait 150 000 personnes. Donc il s'est barré, on ne l'a pas vu. Hein. Mais mes camarades de promotion qui étaient chasseurs alpins ont été affectés dans les mines du Pas-de-Calais et ont donné l'assaut à la baïonnette dans les mines du Pas-de-Calais en 1947.
Le Premier ministre à l'époque était un certain Jules Mock, socialiste, qui a arrêté tous les communistes. Arrêté. Mais qu'est-ce qui se disait justement à cette époque à Saint-Cyr? Entre vous, qu'est-ce que vous disiez? Comment est-ce que vous analysiez? Parce que avec le recul, c'est quand même autre chose que sur le moment. Sur le moment, nous avions parfaitement conscience que nous étions à 2 doigts de devenir une république populaire. À 2 doigts. Que nous étions dans les mains des FTP et des communistes, que le général de Gaulle était dans une situation très branlante et très instable, compte tenu de ce que la France était restée, quoi qu'on en dise aujourd'hui, très attachée au maréchal Pétain, que le général de Gaulle avait incarcéré à l'Île-Dieu, où il allait mourir, comme le plus âgé de tous les prisonniers du monde. Et que dans une ambiance comme celle-là, nous avions, nous, l'impression qu'on nous menait peu à peu vers une république socialiste alliée aux soviétiques. Nous n'étions pas loin de la vérité, puisque dès cette époque, nous étions effectivement très près de Staline. En tout cas, les rapports entre Charles de Gaulle et Joseph Staline étaient intimes et quasi permanents. On le sait aujourd'hui, c'est parfaitement officiel. Et nous le sentions. Et nous sentions aussi se déclencher une nouvelle guerre. Nous sentions bien que la grande guerre mondiale était arrêtée, mais qu'une autre, immédiatement, se déclenchait ou s'enclenchait, puisqu'on se battait en Indochine et qu'on partait tout de suite en Indochine, en sortant d'école. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons tous fait. Et nous savions que nous y partions avec un gouvernement pratiquement marxiste à 85% en France, puisque nous y partions en cachette de nuit, embarquant sur nos bateaux, sur le Pasteur par exemple, que j'ai pris, non pas dans le port de Marseille, mais dans le port industriel de Marseille, couvert d'inscriptions paix en Indochine, vive Ho Chi Minh, parti communiste au pouvoir. Ça, c'était partout en France, partout dans les ports et partout des manifestations contre nous. C'est ça l'ambiance. Et là-dedans, il a fallu reconstituer l'école de Saint-Cyr. Ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait avec beaucoup de difficultés, mais nous l'avons fait. Et c'était très important. Alors on essayait de nous saboter de toutes les façons et de nous décourager, même à la sortie de l'école. À la sortie de l'école, on nous dit, vous ne sortirez pas officier. Ah bon? Ah ouais, vous ne sortirez pas officier? Non, vous sortirez aspirant. Ah très bien, mais c'est contre nos statuts. Ah c'est peut-être contre vos statuts, mais vous sortirez aspirant. Réaction de la promotion, on démissionne. Et comme toute démission collective est interdite, eh bien mes camarades de promotion ont démissionné, on a organisé ça, individuellement. Et j'ai été voir le ministre, M. Tedgen, avec 720 démissions sur son bureau, que j'ai posées sur son bureau. C'était ça une promotion à l'époque. Parce qu'il fallait se battre. Il fallait se battre pas pour nous, mais la situation qui serait prise à notre égard serait répercutée sur toutes les promotions ensuite. Donc si ça foirait pour notre promotion, qui s'appelait Nouveau Bahut, la première de la nouvelle école, toutes les promotions suivantes subiraient les conséquences. Alors ça a été encore un drame. Le général Delattre a été alerté, etc. Et après bien des discussions, tout s'est bien arrangé. J'ai organisé un gala à Paris, au Palais Chaillot, avec toute la promotion, et à la fin de ce gala, nous avons tous interprété la galette et le Pékin de Bahut. Le général Delattre a sorti une petite paire de ciseaux, M. Tedgen une autre, et on nous a sabordé nos sabords au major et à moi, et nous étions sous-lieutenants, donc nous sortions officiers. Mais il fallait terriblement combattre pour arriver à ces résultats. Et on était en position instable en permanence. Donc, il fallait vraiment lutter et avoir une cohésion extraordinaire dans la promotion pour que ça puisse marcher. Eh bien, ça a marché. Je dis cela parce que c'est une preuve quand même que dans les pires difficultés, il y a toujours des solutions d'abord, et qu'on peut s'en sortir. On peut toujours s'en sortir. Mais nous avons vécu cette période 46-47 dans les conditions les plus lamentables.
et moralement les plus difficiles. Vous avez raison de me poser cette question. Pour nous, c'était terrible, parce que c'était tout à fait le début de notre carrière, et nous le faisions dans une opposition complète avec le gouvernement. Mais vous savez que c'était important. Ah, on savait que c'était vital. C'était vital pour nous parce que, à partir du moment où nous avions choisi cette carrière, c'était par vocation. On n'entre pas dans le métier des armes comme on entre au PTT ou comme on entre à la SNCF. Ce qui avait désolé mon père d'ailleurs, qui voulait faire de moi un ingénieur en chef de la SNCF, Polytechnique, etc., qui m'a fait faire un an de taupe. Et puis c'était important pour la France, c'était important pour l'Empire. Nous étions bien loin de savoir et d'imaginer que tous ces sacrifices, tous ces efforts et que cet empire serait abandonné quelques années plus tard. Cet empire, d'ailleurs, vous y tenez. Vos anciens l'ont réuni pièce à pièce. Vous vous refusez à le voir disparaître. Il faudra le reconquérir en entier et ensuite le faire plus proche, plus utile. Donc justement, vous partez en Indochine. Oui. Quelles ont été vos premières impressions là-bas? Merveilleuse. Merveilleuse. Si vous posez cette question à tous mes camarades, à tout le monde, depuis la troupe jusqu'aux sous-officiers, aux officiers, la première impression a été merveilleuse pour tous. Parce que c'est un pays prenant, c'est un pays magnifique, par ses couleurs, son aspect, ses odeurs, sa population. Très fine, très intelligente, très proche de nous. Très très proche de nous. Très marquée par la France. L'Indochine, le Vietnam en tout cas, était le seul pays d'Asie où l'on emploie les caractères latins en écrivant. Enfin, le seul. Et puis cette affaire d'Indochine n'était pas une affaire du 19e siècle. Les contacts entre la France et l'Indochine, c'est du 1614. Vous comprenez, ça ne se fait pas comme ça. Tout ce que l'on raconte dans les cours d'histoire d'aujourd'hui, qui ne sont que la violation d'histoire à chaque page, est faux, entièrement faux. Les premiers contacts avec les pères jésuites en particulier ont été extraordinaires. Les conversions, les premières conversions difficiles, mais rapidement, il y a eu tout de suite quelques centaines de milliers de catholiques au Vietnam et des milliers de martyrs. Le Vietnam est dans le monde le deuxième pays au point de vue martyrologue. Et c'est tout ça qu'on ressentait sans bien le savoir en arrivant, qu'on ressentait. On ressentait surtout un travail exceptionnel fait par les Français, parce qu'il y avait beaucoup de choses merveilleuses sur le plan portuaire, mais aussi sur le plan de la construction des villes, sur le plan d'installation des hôpitaux, sur le plan d'installation des écoles, des lycées, etc. Tout ce qu'ont fait nos grands anciens était absolument exceptionnel. Et c'est là qu'il faut apprendre quand même aux enfants la différence qui existe entre deux mots que l'on a honteusement mélangés, qui s'appellent la colonisation et le colonialisme, qui n'a rien à voir. On parle souvent de la guerre d'Indochine en disant que c'était une guerre subversive. Vous êtes d'accord avec ça? C'est que c'était la toute première. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'était une guerre subversive, plus que subversive. La subversion n'est qu'une partie. C'est une guerre révolutionnaire, au sens. Mais ce n'est pas la première. Pas du tout la première. Alors ça, on l'a souvent dit, vous avez raison. On a dit, ah, c'était la première guerre révolutionnaire. Pas du tout. La guerre révolutionnaire date de l'Antiquité. La guerre révolutionnaire, c'est le cheval de Troie. C'est du Guesclin. Ce sont les maquis espagnols qui ont limé l'armée napoléonienne. C'est la Vendée. Ça, la guerre révolutionnaire. La guerre révolutionnaire, la guerre populaire, avec les gens
qui ne sont pas des gens d'armes, qui sont des gens en armes, s'armant pour lutter et pour défendre leur peuple, pour défendre leur région, pour défendre leur ville, c'est de tout temps. L'armée française l'avait oublié, cette forme de guerre. Et en particulier, l'école de guerre française l'avait complètement oublié. La caractéristique de l'école de guerre en France, c'est de préparer toujours 2 guerres en retard. Et elle était très attachée aux tranchées de 14-18, vous voyez, l'école de guerre, très attachée. En 40. Et puis au moment de faire l'Indochine, elle était très attachée aux divisions blindées, aux tirs d'artillerie, aux interventions massives d'aviation de 44. Hein. Mais c'était plus ça du tout. Ce qui fait que nous sommes arrivés en Indochine, ignorant tout de la guerre révolutionnaire, que vous n'avez pas apprise. Mao Tse-tung a eu, car effectivement, il a déclenché la guerre révolutionnaire type en Chine contre Chiang Kai-shek, contre l'armée nationaliste chinoise et contre les Japonais. C'est vrai. Parce qu'il a compilé, lorsqu'il était bibliothécaire à Canton pendant 6 ans, une foule de bouquins. Il a une mémoire folle et un esprit de synthèse assez extraordinaire. Et il a compilé tout ça. Vous trouvez dans son petit livre rouge, d'ailleurs qu'il n'a pas écrit, c'est Lin Chao qui l'a écrit, enfin, on dit que c'est lui, mais ils ont ensemble travaillé ça en révolutionnaire, et sous la surveillance d'ailleurs des soviétiques qui faisaient leur instruction et qui les encadraient. Ils ont mis au point une technique où vous trouvez Foch, Guderian, Du Guesclin, La Vendée. Ils ont pris des textes et ils ont adapté ces formes de guerre populaires à la Chine avec la doctrine marxiste-léniniste. Alors ça c'était nouveau, ça oui, la formule marxiste-léniniste, ça c'était nouveau, rien ne nous en était enseigné, absolument rien, sans doute parce que nous avions des marxistes-léninistes à la tête du gouvernement, et alors l'armée, ça ne savait rien du tout, et on nous envoyait vers Ho Chi Minh et vers Mao Tse-tung sans formation. Alors vous me dites, comment faites-vous? Mais c'est très facile, on regarde. Et nos instructeurs, c'était les Viettes. Ça n'a jamais été que le Viet Minh. Alors c'est très simple, vous savez, quand vous avez le premier accrochage, vous êtes là depuis 1 mois, 2 mois, et puis paf, vous avez un accrochage, une embuscade, vous voyez des types qui dégringolent, vous en voyez aussi à côté de vous malheureusement, et puis vous foncez sur les gars qui tombent, et vous allez voir. Et qu'est-ce que vous trouvez sur le 2e classe Viet? Vous ouvrez son sac, vous trouvez la vie de Karl Marx, la vie de Staline et la vie de Mao Tse-tung. Ça, dans tous les sacs. Dans un papier gris, très mal fabriqué, gros papier fait en Chine. Mais tous l'avaient. Ensuite, vous avez un carnet d'autocritique. Chaque jour, c'est extraordinaire. Vous avez l'autocritique du gars de la veille du jour où vous l'avez tué. Il dit, nous avons monté notre embuscade à tel endroit, mais j'étais mal placé, j'avais pas un bon champ de tir, et dans la marge, la correction du lieutenant, qui met oui, mais, incomplet, et là vous vous dites, mais à quelle école ai-je été? Est-ce que j'ai été dans une école militaire? Est-ce que j'ai été dans une école politique? Est-ce que j'ai été dans une école militaro-politique? Eux ont été dans une école militaro-politique. Et c'est là que d'un seul coup, vous prenez conscience du fait qu'on vous a formé en tant que militaire. Bien. Même trop bien. Puisque vous savez par cœur Austerlitz, Hello, Wagram, tout ça, tout. Vous savez tout par cœur. 14-18, j'en parle pas, vous savez tout par cœur. Bon. Ça vous sert absolument à rien. Pratiquement à rien. Mais que vous ne savez rien sur ce à quoi vous avez affaire. C'est-à-dire, vous ne savez rien sur le marxisme-léninisme, sur Lénine, sur la révolution qui commence à couvrir le monde entier. Je suis arrivé en 1949 au Tonkin, au Laos, plus exactement au Nord-Laos. Mao était maître de la Chine le
3 octobre 49. Bien. Donc on avait ça devant nous. Ils étaient à ce moment-là seulement 850 millions. Alors, il y a un trou avec maintenant. Ils sont 1,2 milliard. Il naît en Chine une Belgique tous les ans. Bien. Et alors, on sentait bien qu'on était ignorant devant l'ennemi qui était devant nous, qu'il employait des méthodes que nous ne savions pas, et que nous n'avions qu'une solution, c'est à étudier et analyser comment il se battait et comment il travaillait. Oh mais ça va très vite. Ça va très vite. D'abord, je vous dis, l'analyse du sac, vous avez compris tout de suite. Ah, il y avait aussi toujours un cours de topographie, écrit en caractère latin, toujours, et exactement nos cours de petite topographie de base. Mais ils le faisaient tous, ça. Et puis, il y avait quelquefois d'autres renseignements plus intéressants. J'ai eu la chance de coincer un adjudant-chef au début de mon séjour qui avait le plan d'invasion du Laos. En fait, ce n'était pas un adjudant-chef. J'ai su après que c'était un commandant. Mais il avait le plan d'invasion du Laos pour les 3 ans qui venaient. Et quand j'ai eu la chance aussi de prendre la nièce de Bao Dai, Keudon, qui était commissaire politique, commandant commissaire politique, qui s'occupait des femmes du Nord Laos, et que j'ai eu la chance de pouvoir l'interroger pendant 4 jours et 4 nuits, elle m'a annoncé Dien Bien Phu. Et c'était en 1951. Alors vous voyez que il y avait chez eux une impulsion politique, un fanatisme politique révolutionnaire formidable. Il y avait la volonté de conquérir le peuple, non pas seulement par la troupe, mais par le commissaire politique, par l'action politique sur la population, que nous avons appris et que nous avons pris à notre compte pour faire la contre-révolution en faisant les mêmes opérations en sens inverse. Alors là, il fallait reprendre leur thème, redémonter leur système, monter notre système à nous, reprendre leurs tracts et faire des tracts aussi simples, aussi grossiers, aussi lisibles et faciles à comprendre que le faisaient, dans notre sens. Il fallait tuer les commissaires politiques en priorité, supprimer les commissaires politiques. Donc il fallait du renseignement. À partir du moment où il fallait du renseignement, il fallait rentrer dans la population, il fallait vivre à la population, il fallait la comprendre, il fallait vivre dans leur maison, avec eux, et il fallait les aimer. Et à partir du moment où on commençait à comprendre la population et à l'aimer, car cette population, en particulier des pays thaïs, était très, très attirante, très, très sympa, et détestait les Viettes, détestait. Historiquement, vous aviez gagné. Presque gagné. Suppression du commissaire politique, prise en main de la population, s'occuper de la population, organiser des marchés, organiser des écoles. À partir de là, commencer à créer des partisans, monter des embuscades contre les Viettes, retourner la population contre les Viettes, vous aviez gagné. Car ce qu'on n'a jamais dit en France, d'abord c'est qui étaient les Viettes, ce que faisaient les Viettes, que nous allions trouver ensuite en Algérie, la même méthode, la liquidation des gens. Moi j'ai vu des catholiques cloués sur les arbres, cloués comme le Christ sur les arbres, et les vues, au milieu du bambou. Et ça c'était la méthode Viette, c'est-à-dire la terreur. La terreur. Et quand on avait compris ça, il fallait retourner la population contre eux, évidemment. C'est facile. Mais ça ne peut se faire qu'avec des commandos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez faire la guerre classique, type école de guerre, avec des gros bataillons, avec des colonnes de GMC, avec des chars, avec de l'artillerie, terminé. Foutu. C'était nécessaire dans certains cas, près de la frontière de Chine, en bordure du Tonkin, où ils ont fini par accumuler des divisions, les Viettes, avec de gros effectifs. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés un peu piéger aussi. Et là, on aurait pu les avoir. Parce que là, ils groupaient du monde. Comme ils ont groupé du monde autour de Dien Bien Phu, comme ils avaient groupé du monde autour des cuvettes où on les avait attirés auparavant. Là, on les coinçait. Mais la guerre, la vraie guerre profonde dans la population, groupe de 15, groupe de 20, pas plus. Mais avec des méthodes très spéciales, la nuit, complètement camouflée, souvent avec des équipements viettes, parlant la langue du pays, ça c'est tout
c'est tout un apprentissage à faire, mais qui se fait on est au point vraiment en 6 mois. Nous étions parfaitement formés sur le plan du raisonnement, hein, des choses simples, de où est l'ennemi, comment est l'ennemi, par où faut-il y aller. Ça, pour ça, on était très bien instruits. Mais le terrain était tellement différent, vous comprenez. La population était tellement différente. L'approche des problèmes était tellement différente que c'était un monde. C'était l'Asie. Nous avions devant nous à la fois l'Asie et le communisme. Ça faisait beaucoup. Car le communisme en Asie n'est pas le communisme en Europe. Hein. Il est beaucoup plus nuancé, il est beaucoup plus fluctuant, il est beaucoup plus vicieux, il est beaucoup plus rampant. Et nous, on n'était pas asiatiques. Donc on était plongés vraiment dans des problèmes compliqués, mais devant lesquels nous allions naturellement répondre grâce, comme vous l'avez très bien dit, à l'assurance que nous avions d'abord de notre formation militaire de base. Bien, du tir, de tout ça. Bien. Et l'assurance d'une sorte de raisonnement que nous avait enseigné, d'ailleurs pas seulement à Saint-Cyr, mais dans tout l'enseignement français, dans les écoles. Le raisonnement classique de traitement d'un problème. Mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, le communisme engendre des guerres comme ça, entre guillemets? Parce qu'il est comme ça par nature. Alors, quelle est sa nature, justement, et pourquoi est-ce que ça devient aussi subversif et aussi tragique, la façon dont... Parce que le communisme, c'est la mort. Enfin, la démonstration est faite maintenant. Quand nous le disions il y a 40 ans, on était pris pour des fous. On était pris pour des fous. On disait, vous êtes complètement cinglés. Cinglés. Le communisme, c'est l'avenir. Regardez l'URSS. Sensationnel. Regardez le bond en avant qu'ils ont fait. Regardez comme ils sont heureux. Et regardez comme ils portent le bonheur partout dans le monde. C'est ça le baratin. Partout dans le monde, ils portent le bonheur. Ils ont libéré le Vietnam. Vous ne vous rendez pas compte, c'est sensationnel. Vous voyez, c'était ça. Il a fallu attendre. La structure même du communisme engendre ça. Parce que c'est par principe. C'est monolithique, le communisme. C'est le parti. C'est pas les partis. C'est le parti. Et tout ce qui est contre le parti n'est pas écarté, n'est pas puni, n'est pas sanctionné, est éliminé. Éliminé. Et vous avez 20 millions de cadavres dans les goulags. 20 millions éliminés. Et tout ce qui n'est pas communiste est éliminé. Lorsque les Viet arrivent, lorsque les Viet arrivent, lorsque Ho Chi Minh arrive pour lancer son opération, et c'est un très bon ami laotien qui me le racontait, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui me le racontait encore il y a 1 mois, même pas. Quand il est parti pour lancer son opération, c'était la libération et tout ça. Et ce Laotien y était à cette réunion. Des Laotiens, des Cambodgiens et des Vietnamiens, à la frontière de Chine. On avait choisi des cadres. Il était très jeune, mais il l'avait repéré. Et les Laotiens sont sauvés immédiatement. Ils ont compris le piège, tout de suite. Et ça n'a pas raté. Ho Chi Minh a soulevé des cadres, a soulevé des populations contre la France. Et dans un deuxième temps, tout ce qui n'était pas communiste. C'est-à-dire tous les braves types qui étaient venus pour libérer le Vietnam, mais qui n'étaient pas communistes, ont été liquidés. Tito a soulevé la Yougoslavie contre les Italiens, puis contre les Allemands. Et quand il a eu rassemblé toutes ces troupes, qui n'étaient pas toutes communistes, et par raison tout le monde soit communiste, il a supprimé tout ce qui n'était pas communiste. Il les a tous tués. Vous comprenez? C'est la doctrine même, ça. Vous trouvez ça en Chine à très grande échelle. C'est-à-dire, vous savez que le Parti communiste est quand même payé 80 millions de Chinois, assassinés. 80 millions. Qui le dit? Personne. 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 Mais 80, c'est le petit chiffre, hein. Il y a eu plus que ça. Moi, je prends toujours des minimum.
80 millions, dans les camps. On tue. Et c'est ça le marxisme. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et la méthode, on nous a dit, c'est affreux, les harkis ont été liquidés, etc. C'est normal. On tue tout ce qui résiste. Et le FLN, comme les autres, tue. Donc, c'est la doctrine de base. Donc l'échec, à la fin, in fine, c'est l'échec. Mais ça tient tant que ça tient. Et tant que ça tient, ça fait mal. C'est évident. Enfin, c'est tombé, mais il y a encore quand même des points très forts, je crois. Ah, plus fort que jamais. Mais je parlais là de Moscou. Enfin, bien que ça ne soit pas tombé complètement à Moscou, loin de là. Mais enfin, je disais ça pour répondre à votre question. La formule est simple, parce que quand on l'a vécu, ouais, c'est une formule qui est d'une réalité tellement forte qu'elle vient tout de suite à la bouche. Le marxisme-léninisme, c'est la mort. Sauf si vous êtes marxiste. Ouais. Puis les théories mondialistes aussi sont dangereuses, non? Ah, ça c'est autre chose. On va y arriver dans un deuxième temps. Ah bon. Bien que, dès la création de l'ONU, et dès Yalta, mais surtout dès 1945, la décolonisation a été enclenchée. C'est-à-dire que nous partions sur des territoires dont déjà les mondialistes avaient prévu que nous devions les abandonner. Or, quand je suis arrivé en 1949 en Indochine, le Vietnam était indépendant. Le Laos était indépendant. Le Cambodge était indépendant. On n'a jamais dit ça, Français. On leur a dit, colonialistes, salauds, vous voulez maintenir le drapeau français, etc. Mais partout où nous allions, il y avait le drapeau vietnamien, le drapeau laotien, le drapeau cambodgien. Il y avait des États. Moi, j'ai assisté aux toutes premières élections laotiennes de députés que j'ai organisées dans mon village en arrivant. Et déjà, j'étais à mon poste. Il y avait le drapeau français, parce qu'il y avait à ce moment-là l'Union française qui rassemblait 150 millions d'hommes et de femmes sur à peu près tous les continents du monde, qui était la suite de l'Empire français, et qui s'appelait l'Union française. Dans cette Union française, il y avait des États qui étaient parfaitement indépendants sur le plan de la gestion, de l'organisation interne, etc. Et nous sommes arrivés, dans nos postes, il y avait le drapeau français et le drapeau ou laotien, ou vietnamien, ou cambodgien. Et nous savions bien que nous allions vers l'indépendance de ces États. Mais quand, avec qui et comment? C'était ça la question. Et ça sera toujours la question. On l'a fait n'importe comment, trop vite, dans n'importe quelle condition, et on a installé au pouvoir à Hanoï les tueurs marxistes-léninistes. Donc c'était, en partant déjà, préparer la guerre suivante, qui s'est appelée la guerre du Vietnam. C'était obligatoire, pendant que les catholiques, par millions, se sauvaient comme ils pouvaient, ou coulaient avec leurs barques et leurs sampans dans la mer de Chine. Je crois que la désinformation est une arme assez féroce du communisme. Oh, c'est presque l'arme première. Le premier but, c'est de désinformer le peuple, d'abord, son peuple, et de désinformer les autres. C'est tellement vrai que en URSS, vous aviez, en proportion par rapport aux Français en téléphone, c'est-à-dire pour se communiquer les uns les autres, ça allait de 1, ils avaient le 1/30e de ce que nous avons en France. Mais ils avaient autant de postes de télévision que nous, en proportion. Clair. Il ne s'agit pas de communiquer entre vous, mais il s'agit de regarder la télévision tous les jours du parti. Et ça, leur force, bien sûr, leur force c'est ça. La force du pouvoir actuellement en France, c'est ça. C'est leur grande force, je crois. Puisque ce sont des marxistes, et que demain, ce sera des faux marxistes, mais ce sera des marxistes quand même. C'est-à-dire que ce seront des marxistes inconscients. Ils serviront le marxisme sans même s'en rendre compte. Et que, toujours pour la même raison, parce que ce sont des gens de 45. C'est toujours le même truc. Et qui se passent leur lait, je te passe le bébé pour 10 ans, tu me le rendras dans 10 ans, puis ça balance, comme ça. Ce qui fait que nous sommes toujours dans la même désinformation et dans le même mensonge. Les actualités françaises sont un pâle aperçu de quelques événements sporadiques et généralement hexagonaux. Ce qui se passe dans le monde,
faut vraiment qu'on bombarde l'Irak pour qu'on ait quelque chose. Mais les 40 guerres révolutionnaires qui sont en train de se dérouler actuellement sous nos yeux, qui en parle? Personne. Qui sait que dans le Tadjoukistan, par exemple, au sud de l'URSS, depuis 1 an, il y a eu 10 000 morts. Qui le sait? Qui sait comment? Qui sait combien il y a eu de morts en Géorgie? Qui sait combien il y a de morts en ce moment dans la CEI? Partout dans la CEI. Personne n'en parle. Qui sait ce que deviennent nos amis qui sont dans des maquis encore partout dans le monde pour lutter là où on a, nous, installé des puissances et des gouvernements marxistes-léninistes, que ce soit en Algérie, que ce soit au Liban, ou que ce soit en Birmanie, que ce soit en Vietnam, au Laos, au Cambodge, où nous avons des amis qui se battent depuis 40 ans et qui continuent la lutte depuis 40 ans. Qui en parle? Qui les aide? Qui évoque leur lutte? Personne. Vous n'avez pas l'impression que la désinformation, l'information, c'est vraiment le tout dernier bastion qui leur reste? Oh non, il reste beaucoup plus de choses que ça. Il reste beaucoup plus de choses que ça. Il reste beaucoup de taupes dans le monde entier. Oui, mais dans nos propres gouvernements. Ça, c'est pas de la désinformation, ça, c'est de la structuration interne des États. Vous comprenez? Oui, aussi, oui. La désinformation, c'est clair. C'est une fausse information pour retourner les esprits et les diriger ailleurs. Vous avez des types de désinformation multiples. Vous détournez les esprits avec des matchs de foot. Vous les détournez sur les Jeux Olympiques. Vous les détournez sur au moment où il y a de graves événements. Vous les détournez beaucoup avec des courses internationales dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Ça, c'est un détournement extraordinaire. Vous les détournez facilement avec le loto, avec tous les jeux. Vous les détournez de 1000 façons. Vous les tournez avec les courses. Vous les détournez de 1000 façons. Je crois que l'étymologie du mot distraire veut dire tirer de travers. Absolument. Tout à fait ça. Tirer de travers. Pour vous dire un dernier mot sur l'Indo, où nous avons tous, je dis tous, au nom des camarades qui ont été, et nous étions quand même un paquet. On nous dit aujourd'hui que quand on sort 12 000 hommes, on n'a plus d'effectifs. Nous étions 250 000 en Indochine. Alors je ne sais pas ce qu'est devenu l'armée française, mais en tout cas elle existait à l'époque. C'était le moment où nous avions en gros 250 000 hommes volontaires, tous, en Indochine. Nous avions une armée en Afrique du Nord très importante. Très important. Et nous avions, nous étions dans l'OTAN, des divisions complètes en Allemagne face à Staline. On avait tout ça. Et quand je suis rentré d'Indochine, j'étais affecté dans un régiment d'Allemagne, de reconnaissance, de cavalerie légère, où nous assurions la reconnaissance pour le corps d'armée sud-américain, donc complètement intégré dans l'OTAN, tout de suite après l'Indo. Et donc c'était la différence près qu'on était sous le soleil en Indochine et dans la neige en Allemagne, au cours des manœuvres. Mais c'était... Et que là, on avait de sacrées crises de paludisme d'ailleurs, par contraste de température. Mais l'armée française assurait toutes ces missions-là. Plus la sécurité interne de la France. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Qu'en reste-t-il? Et alors après, effectivement, après l'Indochine, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai quitté l'Indochine 6 mois avant Dien Bien Phu, j'avais fini mon séjour. Donc j'étais obligé de rentrer à ce moment-là, et je me suis porté volontaire pour la Corée. La Corée s'est terminée tout de suite. Et car nous n'étions pas seuls en Asie, hein, il y a eu la Corée en même temps que l'Indochine. On l'oublie souvent. Et puis ce fut le drame de Dien Bien Phu, sur lequel je ne m'étendrai pas, puisque c'était aussi bien une trahison politique qu'une faute militaire incommensurable. J'attends toujours que les responsables soient en prison. Et malheureusement, ces sanctions-là ne tombent jamais. Les sanctions ne tombent que sur les petits et les sans grade. Même lorsqu'il s'agit de fusiller. Toujours les petits et les sans grade. Vous avez remarqué ça? Les grands patrons ne sont jamais fusillés. Ils passent au travers. Et lorsqu'ils perdent des batailles comme Caran, comme Dien Bien Phu, qui est un scandale sur le plan tactique.
scandale. Un enfant de 5 ans ne fait pas une erreur pareille. On ne transporte pas dans une cuvette hors d'atteinte pratiquement de l'aviation d'appui l'élite des régiments para ou légions, etc., qu'on met dans un trou, refusant d'écouter les renseignements que vous donne l'aviation légère, nos agents de renseignement, le deuxième bureau, qui annonçait tout, qui annonçait l'arrivée des tubes, l'arrivée des obus, l'arrivée des milliers de coulis sur les pistes qui étaient vus par les avions, pas retenus par l'état-major d'Hanoï. Et on a laissé enferrer ces types complètement. Et on a refusé l'appui américain. Car ça, il faut le dire, au moment où les Américains ont mis à notre disposition leurs forces de frappe non atomiques, ils ont commencé par nous mettre leurs forces de frappe atomiques à disposition. Tactique. Pour tirer sur les Viettes qui encerclaient, c'était quand même quelque chose comme 40 000, 45 000. Et les anéantir par un bombardement massif. On a refusé. M. Mendes France a refusé. Parce que M. Mendes France avait besoin de Dien Bien Phu pour signer Genève. Et on provoque. On provoque. Et comme sur ce refus massif, il pouvait se faire de plusieurs façons. J'en parle parce que c'est important et qu'on n'en parle jamais, bien sûr. On pouvait, par un bombardement massif de nuit, écraser le gros des Viettes et faire un couloir de sortie des 6 000 hommes qui étaient prisonniers dans Dien Bien Phu. C'était ça qu'il fallait faire. Puisqu'on avait fait la bêtise de faire Dien Bien Phu, encore pouvait-on en sortir. Et on pouvait en sortir. On pouvait qu'avec de gros moyens, que nous n'avions pas, et qui nous ont été offerts et qu'on a refusé. Et si on faisait cette percée avec les 6 000 types, les 6 000 types s'en sortaient. Ils sortaient de la cuvette. On en aurait perdu 1000. Mais combien sont tombés dans les camps après prisonniers? Bien plus de 1000. Ouais. Alors, c'était cette opération qu'il fallait faire. Dien Bien Phu, erreur politique, erreur tactique avant, erreur tactique pendant, erreur tactique après. Ça demande quelques années de prison aux responsables. Dans tous les cas. Vous voyez, le métier militaire est un métier grave. Pourquoi c'est une vocation? Parce qu'il touche à la mort. Il y a 3 vocations. Vous avez le toubib, le prêtre et l'officier. Le toubib, et les 3 touchent à la mort. Le toubib parce que physiquement, il essaie de vous arracher à la mort. Le prêtre parce qu'il vous y prépare. Il vous y accompagne. Et c'est votre compagnon au pire moment, au dernier moment. Et c'est là qu'il est prêtre vraiment. Et l'officier conduit à la mort. Sa mission, c'est de conduire à la mort. Et de conduire à la mort le plus astucieusement possible, le plus brillamment possible, c'est-à-dire en tuant le maximum de types en face, sans avoir de perte. Ça, c'est la mission de l'officier. C'est pas du tout de partir en disant en avant et puis faire tuer tout le monde. Pas du tout. C'est l'inverse. C'est d'éviter d'avoir les pertes. Ça n'a pas toujours été le cas, non? Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça doit être le cas. C'est la mission d'officier. Un officier, qu'est-ce qu'il y a dans le mot officier? Il y a office. Office, c'est service. Un officier est au service de ses hommes. Ce ne sont pas les hommes qui sont au service de l'officier. L'officier est au service de ses hommes. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'officier est au service de ses hommes que ces hommes sont à ses ordres. Alors là, oui, ils sont à ses ordres. C'est-à-dire qu'ils obéissent à cet homme qui est à leur service. Et ça, c'est très très important. C'est primordial dans la formation des officiers de dire ça. Et quand j'étais instructeur à Saumur avec mes VOR, c'est ce que je leur apprenais en priorité. Et c'est fondamental. Le chef est au service de sa troupe. Oui. Mais la troupe est aux ordres du chef. Et c'est certain que cet aspect des choses n'est peut-être pas assez bien expliqué souvent.
Mais on le sent au combat, on le sent tout de suite. Au combat, c'est clair. C'est naturel, c'est automatique, voyez-vous. Et vous me disiez justement, enfin, comment se fait-il qu'il y ait eu ce problème, enfin, il y a eu ce problème parce que ces principes-là, qui sont les principes fondamentaux, ont été peu à peu oubliés et sont maintenant, je le crains, trop oubliés. Mais on peut les faire revenir très vite, ils peuvent renaître très vite. Donc, je crois précisément que c'est valable à tous les échelons. C'est-à-dire que le colonel de Castres, qui commandait Dien Bien Phu, était au service de tous ces officiers. Ils étaient des milliers, des centaines, je veux dire, des centaines. Et il avait devoir de les sortir de là. Et comme lui était lui-même prisonnier dans la NAS, c'était Conny qui était à Hanoï. Et c'était, ça n'était plus Salang qui était parti à ce moment-là. C'était Conny, et c'était Dulac et ses généraux qui étaient là, qui avaient devoir de sortir de Castres et ses hommes de ce trou. Devoir absolu. Voyez-vous? Car dans une armée qui a connu Cameron, c'est 100 hommes qui résistent à des milliers de Mexicains, et il reste 2 blessés à la fin, subclaquants, et tout le monde est mort. Et aujourd'hui, on fête Cameron dans la région. C'est le grand nom de la région. C'est la grande fête de la région. Inadmissible que 6000 hommes à Dien Bien Phu aient été faits peser. Inadmissible. Responsable, le commandement. C'est clair. C'était voulu. Bien sûr. Il fallait faire Genève. Et Paris? Paris? Oui, c'est une trahison. Oui, l'armée française est trahie depuis 40 ans. Et ça, c'est clair. Ou alors, il faut être complètement aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Ce sont les deuxièmes classes qui le disent. Ce sont les caporaux-chefs. Ce sont les petits sous-officiers qui le disent, qui le sentent. Qui le sentent. Et qui en ont parfaitement conscience. Au moment même des événements. Ils en avaient parfaitement conscience. Alors c'était pour nous très dur de... Surtout quand nous aussi nous en avions conscience, comme moi, de tenir le moral, de leur dire mais ça va aller quand même, c'est très dur. Mais là encore j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été du moment de la guerre d'Indochine où nous étions en mesure de gagner. Car nous pouvions gagner cette guerre. C'est évident. Aucune raison. D'abord nous étions plus forts que les Viettes. Quand nous faisions des commandos, des petits groupes, des actions rapides chez eux, à 100 km chez eux. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent chez nous et qu'on n'est pas chez eux? Dès qu'on allait chez eux, mais c'était l'affolement général. Mais c'était la corrida dans tous les sens. Mais ils étaient affolés. Vous comprenez? On n'y allait jamais. On avait des lignes, on avait des limites, on avait des rayons d'action. Dans la guerre révolutionnaire, il n'y a pas de rayon d'action. Vous allez au plus loin, au plus profond, dans la population. Il fallait aller chez les Viettes. Quand on le faisait, on était des Jules. Mais on gagnait à tous les coups. Je vous le jure. On gagnait à tous les coups. Moi, j'avais comme troupe que des Laotiens ou des Thaïs, des indigènes et quelques sous-officiers. Nous étions 400. Et pour 400, nous étions 12 Européens. Vous voyez, bon. Y compris le chef de poste, tout, le comptable, 12. Alors, on sortait à 2, avec 20 types. Et on faisait un malheur. Un malheur. Parce qu'on savait où il fallait aller. Parce qu'on parlait comme les gars, on parlait la même langue. On savait qu'un bambou qui est coupé de travers comme ça a un sens. Ça a une signification. Vous comprenez? On vit avec eux, on mange comme eux, etc. On les coince, les Viettes, à tous les coups. On les coinçait à tous les coups. Donc cette guerre, on pouvait la gagner. En la faisant bien. On pouvait, c'est certain. Et je crois que si Delattre était resté, car si j'ai connu la bonne période de Delattre, de Vandenberg, de tous ces hommes-là,
de Rusconi, de tous les commandos, de type extraordinaire, d'une qualité de commandement des jeunes adjudants-chefs, qui étaient des seigneurs de la guerre contre-révolutionnaire, qui menaient leur population, leurs villages, leurs notables, leurs troupes, leurs partisans, leurs embuscades, leurs contre-embuscades. C'était des types formidables, d'une qualité de guerre formidable, qui avaient tout compris, qui n'avaient rien appris dans les écoles, je répète, qui avaient tout compris sur le terrain. Et cette méthode nous aurait fait gagner la guerre. De Latte disait, vous me donnez 100 Vandenberg, 100, et nous étions 250 000. Vous me donnez 100 Vandenberg, je règle l'Indochine. Il avait raison, mais il est mort. Il est mort le 11 janvier 52 et Vandenberg le 7 janvier. Nous perdions une des plus grandes figures du combat contre-révolutionnaire et certainement le plus grand chef militaire que la France n'ait eu depuis bien longtemps. Ce faisant, nous perdions l'Indochine. Il a été remplacé par un incapable, un homme d'état-major, un théoricien, un école de guerre. Et tout a commencé tout de suite. Vous savez, c'est comme une entreprise, c'est comme un lycée, c'est le chef qui compte, c'est le patron. Changer un directeur de lycée, ça peut être merveilleux et ça peut être une catastrophe. Et en 2 mois, ça tombe tout de suite. Une entreprise, c'est pareil. Tout est pareil. L'armée, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus grave. Parce que là, c'est la vie ou la mort. Et c'était la vie ou la mort pour l'Indochine. Et surtout pour le Vietnam. Que De Lattre adorait, où il a laissé son fils, Bernard, je connaissais bien, et que nous avons tous perdu avec beaucoup de tristesse, pas de nostalgie, mais une grande rancœur vis-à-vis du monde politique et du haut commandement. Ça allait se traduire 10 ans plus tard par le putsch. En Indochine, les pertes étaient effectivement importantes dans les rangs des sous-officiers et des jeunes officiers. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la formule idéale était de travailler avec de petits effectifs. Et qu'au fond, nous étions très dilués sur le terrain. Pour les gens qui étaient dans les postes, en particulier, le poste dans lequel j'étais se trouvait à 60 km du poste le plus proche de montagne. Vous voyez ? Et le PC de mon bataillon était à 130 km derrière moi, sans route, tous faisant à pied. Donc nous étions isolés, avec de jeunes cadres à la tête des unités, et c'est là effectivement que les Viettes tapaient le plus fort. C'est tout à fait normal. On peut considérer que chaque année, il tombait en Indochine une promotion de Saint-Cyr. Tous les ans. Et pour tout vous dire, c'est toujours dans le souvenir de ces camarades de promotion qui sont tombés que je travaille beaucoup, surtout en conférence. Je ne peux pas prononcer une conférence sans penser à eux. Ils sont toujours présents. Ils sont présents dans mes livres, bien sûr. Souvent, les noms des personnages que je traite sont des noms, des contractés de 2 noms. Je pense à Venot sur Opium Rouge. Venot et le contracté de Weber et de Renaud, qui sont 2 camarades de promotion, qui sont tombés tous les 2 en Indochine, et que je connaissais très bien, bien sûr. Et je pense que c'est pour eux qu'il faut continuer à nous battre sur 2 plans. Sur le plan de la vérité historique, puisque tout ce qui est dit sur l'Indochine, tout ce qui est dit sur ces combats
considérés comme de sales combats colonialistes, rétrogrades, inutiles, les sales guerres d'Indochine et d'Algérie, etc. Il faut nous battre pour rétablir la vérité là-dessus. Et pour que les Français d'aujourd'hui ou de demain, peu importe, ou d'après-demain, sachent dans quel but, pourquoi ces hommes-là sont tombés, quelle était la véritable mission qu'ils remplissaient, et devant qui, face à qui ils le faisaient. Ça, il faut absolument que les gens le sachent. D'où la nécessité, bien sûr, d'écrire, de parler, d'expliquer aux gens, pour plus tard, même si ça ne porte pas immédiatement, ça n'a aucune importance. Il faut que nous fassions un travail de, j'allais presque dire, de préparation de l'opinion pour après. Et il faut le faire pour ces camarades-là, bien sûr. Et vous parlez aussi des pertes, eh bien, c'est que nous avions, comme jeunes lieutenants ou tout jeune capitaine, des missions très spéciales dans des rayons d'action très importants. Je m'explique, en Orlaos, en Pays Thaï, j'étais jeune lieutenant, j'avais 400 hommes, c'est-à-dire qu'un lieutenant commande normalement 25, j'en avais 400, j'avais un département français sous ma coupe, au point de vue civil et militaire. Je m'occupais des villages, du ravitaillement, des marchés locaux, tout, les écoles, tout. Et c'était effectivement exaltant pour un jeune officier d'avoir une mission comme celle-là. Mais cette mission-là venait dans la résurgence des combats d'autrefois, aussi bien d'ailleurs des combats du Moyen-Âge, un peu du château fort. Le poste, c'était un château fort, autour duquel s'abritait la population, et que finissait par servir la population, attendant l'aide du poste, la défense du poste. C'était ça, tout à fait. De même qu'ils attendaient de nous le rayonnement, non seulement de tenir le poste, mais de rayonner le plus loin possible autour du poste pour en chasser les Viettes. Et vous aviez rempli votre mission quand, arrivant dans un secteur déjà très pourri par le Viet Minh, par les Vietnamiens, en Pays Thaï, donc en dehors du Vietnam, au Laos, envahi déjà par les Viettes, sortant difficilement de cet endroit sans sauter sur des mines, parce qu'ils contrôlaient tout ça, quand au bout d'un an ou un an et demi, vous preniez un cheval avec 4 types et vous alliez à 100 km sans risque. Voilà la mission à remplir. C'était ça. Alors à ce moment-là, la population était libérée de la terreur. Elle était libérée de la crainte permanente, de l'assassinat, du règlement de compte par les Viettes. Et à partir de ce moment-là, elle vous faisait confiance. Elle vous faisait confiance totalement. Totalement. Attention. Vous n'aviez plus le droit. Vous n'avez plus aucune possibilité de ne pas répondre à ses attentes et de ne pas continuer ce travail, mais aussi la protéger totalement dans toutes les circonstances. Ce qui était proprement crevant. C'était un métier crevant. Pourquoi? Parce que les Viettes travaillaient la nuit et qu'il fallait donc travailler le jour pour la pacification et la nuit pour chasser les Viettes. C'était donc un métier à la fois prenant et passionnant, mais effectivement très très fatigant, et nous rentrions tous au bout de 27 ou 28 mois sur les genoux, mais avec des souvenirs extraordinaires. Et je le disais encore, si nous avons fait ce travail, c'est aussi dans la foulée de ce que j'évoquais tout à l'heure, des combats d'autrefois. C'était aussi dans l'état d'esprit de nos anciens de 14-18, avec la même volonté d'accrochage et de victoire. Car il y a toujours eu au cœur du corps expéditionnaire français une volonté de victoire intense. Je pense que c'est parce que nous avions connu la défaite en 40. Et que c'était une sorte de revanche sur nous-mêmes, sur notre peuple, vis-à-vis de notre nation. Enfin, nous le faisions dans l'exemple des grands patrons d'autrefois aussi, c'est-à-dire des Gallieni, des Lyautey et de ces hommes-là, ces grands patrons du Tonkin, qui avaient appris à l'armée coloniale française comment on pacifie, comment on travaille, comment on assure la sécurité, etc.
c'était toute une continuité, voyez-vous. Tout ceci s'est écroulé avec notre départ. Il a été prouvé après, au moment où les Américains sont intervenus pour la guerre du Vietnam, que ce n'était pas si facile de faire cette guerre. Et qu'il n'y avait pas 36 façons de la gagner, que ce n'était en tout cas pas, certainement pas, avec de gros moyens techniques ou technologiques, et que ça n'était pas la solution. Ça ne pouvait en être en aucun cas la solution étant une question essentiellement de rapports humains et d'action sur les populations. 17,5 millions d'habitants du Sud-Vietnam n'accepteront jamais le communisme. Les 300 000 habitants de Quang Tri, fuyant l'ennemi, constituent la preuve la plus tangible qu'ils refusent catégoriquement de vivre sous le joug communiste. Tous avaient juré de mourir plutôt que d'être esclaves des envahisseurs. Nos soldats marchaient résolument vers le front et acceptaient de se sacrifier pour arrêter et repousser l'ennemi. Vous parliez tout à l'heure des souvenirs, des bons souvenirs que vous avez laissés ce pays. Quels souvenirs est-ce que la France a laissé là-bas? Très variés. Vis-à-vis des Viettes, un certain respect. Un certain respect de l'armée française et du combattant qui était en face. Parce que la Namite est comme ça. La population elle-même n'a pas compris notre départ. Elle n'a pas plus compris notre départ que nous n'avions compris la défaite de 40. Pour elle, c'était la même chose. Les catholiques n'ont jamais compris que nous les abandonnions. Et lorsqu'on regarde les films de l'époque, on voit partir ces populations, on voit les petits gosses qui descendent dans les sampans en faisant signe de croix, quelque chose d'effarant. Hein. Il y a eu un abandon politique, mais il y a eu un abandon religieux. Comme 10 ans plus tard, il y aurait un abandon religieux vis-à-vis des pieds noirs et des autres. Alors, elle a été matraquée par notre départ. Puis elle a vu arriver les Américains, dans notre style, sans avoir jamais vraiment de contact avec eux. Elle les a vus vivre dans des camps énormes de 40 000 hommes, vivant chez eux, derrière le barbelé, etc. Ça n'avait plus rien à voir. Et puis surtout, elle a vu arriver les Soviétiques. Et là, elle a compris. Et là, elle a su ce qu'était le communisme, elle l'a souffert, elle le souffre encore. Les hommes et les femmes sont tombés par milliers, par dizaines de milliers dans les camps, liquidés. Je ne parle pas des Cambodgiens, dont le quart de la population a été assassiné à coups de pelle et à coups de pioche, par des hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir à l'ONU et qui représentent le Cambodge à l'ONU, et qui sont dans toutes les voitures que nous payons, nous, à l'UNESCO et ailleurs, à Paris ou ailleurs, ou à Washington, et qui se promènent dans les voitures américaines avec les téléphones, les PP, la radio, la télévision, etc. Et que Khmer Rouge représente le Cambodge à l'échelle mondiale. Nous en sommes là aujourd'hui. Et ces populations, laotiennes, cambodgiennes, vietnamiennes, aujourd'hui, disent « Ah, du temps des Français ». Je vous jure que c'est vrai. Je n'y vais pas parce que je ne veux pas y aller. Beaucoup de camarades m'ont demandé de les accompagner. J'estime anormal, inadéquate
est presque scandaleux d'aller visiter le Vietnam occupé par le Parti communiste lorsqu'on s'est battu contre le Parti communiste. J'irai là-bas au moment de la libération, c'est-à-dire dans relativement peu de temps. Le Laos est libéré déjà pour la moitié du territoire, par sa résistance extraordinaire. Personne n'en parle. Le Vietnam, à l'intérieur du Vietnam même, des maquis se battent. Au Cambodge, je n'en parle pas, c'est évident. Et les Khmers rouges tiennent le territoire, interdisent à l'ONU d'intervenir. Échec total des casques bleus au Cambodge. Total. Personne ne peut sortir. Personne. Tout ça nous est parfaitement caché. Un petit article dans la presse, 5 lignes de temps en temps. On camoufle tout ça. C'est l'échec parfait. Un bataillon, le bataillon néerlandais, a voulu sortir il y a 4 mois de Phnom Penh. Il a fait 3 kilomètres, il était encerclé. Ça sortait de partout. Ils sont rentrés vite fait, bien fait. Alors, les populations regardent, jugent et disent « Ah, les Français !» Ah oui, ah, les Français sont partis. Les Français reviendront sous d'autres formes, tout à fait différentes. Mais ils seront appelés. J'en suis certain, si je vous le dis, c'est que nous sommes en liaison directe avec les résistants et que la France n'est pas oubliée. C'est ça qui est important. La marée rouge est l'une des plus dures épreuves que le peuple vietnamien ait connues au cours de sa longue histoire. Cependant, ce peuple a acquis la tradition d'être indomptable et l'on peut être certain qu'elle triomphera de la violence communiste pour bâtir enfin un Vietnam libre, fort, où ses enfants vivront dans l'opulence et dans une paix durable. Les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens n'ont pas oublié les Français. Mais ils ne désirent pas du tout aller revoir sous un régime communiste. Ils attendent que triomphe la résistance, qui se bat, je le disais tout à l'heure, depuis des dizaines d'années, pour retrouver la liberté, chasser les communistes, chasser non seulement les communistes, mais les pseudo-communistes qui sont actuellement au pouvoir, sous forme de socialisme rampant, et ils veulent retrouver 3 pays d'Indochine, totalement libérés. La route qui serpente au milieu de la plaine des Jars, c'est la route numéro 13, un des principaux axes du Laos. Il relie Vientiane, la capitale proche de la frontière thaïlandaise, aux grandes villes du Nord et au Vietnam. Cette route est aussi une cible de choix pour la guérilla de l'Armée nationale de libération Lao, qui y tend la plupart de ses embuscades. Ce jour, un convoi d'une vingtaine de camions est censé passer dans la matinée. Pour la guérilla, l'objectif est simple, isoler 1 ou 2 véhicules, les détruire et récupérer le maximum de matériel. Jusqu'à présent, cette lutte sans merci que se livrent la guérilla et les troupes gouvernementales était méconnue du reste du monde. Ces images sont les premières qui témoignent de l'existence de l'Armée nationale de libération Lao. Mais cette guérilla, commencée il y a 14 ans par une poignée d'hommes, rassemblerait aujourd'hui plus de 5000 combattants, presque une armée. Si l'on en croit les témoignages des villageois, la meilleure propagande de la guérilla, ce sont pourtant les Vietnamiens qui la font. Les Nord-Vietnamiens ont attaqué et brûlé mon village 3 fois ces dernières années. Nous ne voulons pas vivre avec les communistes. Et maintenant on les attend et on a des armes pour défendre nos enfants. Pour se rendre au quartier général de la guérilla, la colonne marchera 35 jours à travers les montagnes en direction de Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos.
Âgés de 15 à 25 ans, les combattants appartiennent aux 4 ethnies du pays. Hmong, Khmu, Lao et Yao. Des ethnies qui s'entretuaient pendant la guerre du Vietnam. Ces combattants disent ne recevoir pour l'instant aucune aide extérieure et comme tous les guérilleros du monde, ne compter que sur l'aide de la population. Quant à leurs armes, hormis celles qu'ils prennent à l'ennemi, ils affirment en récupérer encore dans des caches datant d'avant 1975. Voilà enfin qu'a pu aboutir la manœuvre des communistes et de Hanoï, du pouvoir rouge de Hanoï, qui attendait une rencontre entre la République populaire du Vietnam, communiste, et la République socialiste française, marxiste, que nous avons actuellement. Eh bien, ce fut pour nous un drame, pour nous les anciens un drame, que de voir les autorités politiques, militaires, cinématographiques, courir vers Hanoï, au cours d'un voyage qui avait été préparé d'ailleurs par Boudarel, et par les communistes, authentiquement connus comme étant communistes, du Parti communiste français, qui sont là-bas depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs la seule ambassade au monde où nous ayons des communistes patentés présents. Ce sont ces hommes-là qui ont préparé le voyage de février 1993. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Il fallait polariser d'abord, au cours d'une campagne qui a duré 18 mois, tout le problème de l'Indochine sur le nom de Dien Bien Phu et sur la catastrophe de Dien Bien Phu. L'Indochine, c'est Dien Bien Phu. Tout le reste, c'est-à-dire 8 ans de guerre, rien. Toutes nos victoires de Vignyen, de Wabin, de Nassan, rien. L'Indochine, c'est Dien Bien Phu. Aux yeux du public, par le canal des films que vous savez, et aux yeux du monde politique, et ça a été malheureusement et tristement confirmé par ce voyage. Et l'aboutissement de ce voyage, c'était Fréjus. Et il a fallu, dans la honte et dans l'insulte, subir l'inauguration de ce qui est pour nous, après 40 ans d'attente, le mémorial de tous nos camarades tombés, la marque de nos combats là-bas, qu'on a un peu perdu d'ailleurs à Fréjus, qui est lointain, qui est difficile d'accès, on s'est bien gardé de les mettre à Marseille, dans des grandes villes. Bref, on a fait ça là-bas, lentement, péniblement, et on a attendu le retour de Hanoï, du chef de l'État, pour faire cette cérémonie. Et j'aime autant vous dire que la masse des anciens a été absente, n'a pas été présente à cette cérémonie. Il y a d'ailleurs un phénomène assez drôle, mais plutôt triste, à savoir qu'on avait prévu un charter pour conduire là-bas les grands invalides des Invalides de Paris. 4 ont été volontaires, tous les autres ont refusé. Alors on a comblé l'avion avec des généraux de service qu'on a pris rapidement et qui en même temps, eux, là-bas sur place, ont comblé les tribunes. Voyez-vous ? Ça, c'est l'opération Fréjus 93. Un scandale. Un scandale que nous avons souligné dans un article que j'ai écrit, mais qui était refusé bien sûr par toute la presse, mais qui se terminait par ceci: sacrifice consommé, face à l'insulte achevée, rien n'est parlant comme le silence des soldats morts lorsqu'ils se doublent de l'absence officielle de leurs compagnons vivants. Rendez-vous dans la fidélité, communion dans l'absolu. L'attitude des anciens, ça a été cela. Elle a été évidemment l'inverse de l'attitude officielle. Mais ceci traduit la continuité de toute une politique depuis la guerre d'Indochine jusqu'aux 10 ans de battement entre 55 et 65, jusqu'à la guerre du Vietnam. Puis après la guerre du Vietnam, vous avez une continuité de la politique française pro-Viet Minh, et vous trouvez dans une même foulée, Mitterrand l'a bien marqué cette fois-ci, à la fois Mendès France et l'abandon, voulu et calculé,
Le discours de Phnom Penh de Gaulle en 1966, l'année d'ailleurs où nous quittions l'OTAN, et dans ce discours à Phnom Penh organisé par l'agent soviétique notoire qu'est Norodom Sihanouk, il chasse les Américains d'Indochine. Il chasse, il leur dit partez. 76, 77, l'attitude de Giscard d'Estaing qui multiplie les contacts avec l'ambassade de Hanoï et qui va jusqu'à installer une usine d'ailleurs d'armement près d'Haiphong, à côté d'une usine tchèque. Et 93, l'attitude du gouvernement actuel. Tout cela est parfaitement lié, et forcément, puisqu'on part de Mendès pour arriver à Mitterrand, en passant par De Gaulle et par Giscard. Voilà un fait précis dans notre politique internationale qui souligne la politique marxiste, pro-marxiste et pro-révolutionnaire de la France. Mais qu'en pensent tous nos compagnons, qu'en pensent tous les résistants qui sont au Vietnam, qui sont au Laos, qui se battent? Qu'en pensent-ils lorsqu'ils voient le président Mitterrand dîner avec le général Giap contre lequel ils se battent et dîner avec l'assassin Pol Pot pour lequel il faut compter par centaines de milliers les cadavres cambodgiens? Qu'en pensent ces gens-là? Qu'en pensent les véritables populations, le fond des populations d'Indochine? Qu'en pensent les millions de boat peoples qui ont quitté ce pays, qui ont quitté leur patrie, leur foyer, pour ne pas obéir aux ordres des communistes? Qu'en pensent tous ces gens-là? Ils en pensent ce que nous pensons, et c'est bien le peuple d'Indochine, le peuple du Cambodge, le peuple du Laos, et tous ces réfugiés qui rentreront chez eux un jour, et nous irons là-bas avec eux, qui demandent les Français, mais sous un autre angle, et avec une autre politique. Ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Ceux qui sont morts aux quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol,